Vous êtes donc bien réveillés et c'est l'heure du JT de Vue d'ailleurs. Vue d'ailleurs est un média en ligne qui couvre l'actualité avec originalité. Vous y retrouverez les rubriques internationales, politiques, économiques, sociales, mais avec un petit supplément d'âme, des angles et des sujets bien créatifs. Je vous invite vraiment à aller consulter ce site www.vuedailleurs.com. Vous pourrez par exemple plonger dans la seconde vie des savons d'hôtel ou encore découvrir les enjeux derrière la sexualité au troisième âge. Avec la rédaction, nous avons choisi quelques sujets du site pour vous donner un avant-goût de l'actualité de cette semaine. On embarque tout de suite à l'international. Holcim se défait de son préfixe français Lafarge après 6 années de fusion. Lafarge Holcim devient donc Holcim, simplification de nom pour simplification de raisons sociales. Les numéros 2 et 3 du marché international du ciment avaient conclu leur alliance en 2015, mais en 2017, c'est le drame. La direction de Lafarge est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Dans l'intention peu dissimulée de maintenir ses activités en Syrie, l'entreprise aurait versé des pots de vin à des groupes djihadistes dont l'État islamique. Le comité de direction de Lafarge a donc complètement été évincé. Conséquence, Holcim trace son chemin sans traîner les casseroles françaises plus longtemps. Ce petit divorce passant par la modification du nom de l'entreprise ne devrait pas avoir d'impact sur leur marque commerciale. Une assemblée générale devra confirmer cette décision début mai. On se retrouve tout de suite pour l'actualité en France. Nous sommes de retour en plateau pour couvrir l'actualité française avec l'euthanasie dans le contexte pandémique que l'on connaît bien. La loi Falorni a passé les portes du Sénat jeudi 8 avril dernier, proposant un texte favorable à l'euthanasie active des patients, je cite, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable et infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable. L'euthanasie passive est-elle déjà en vigueur depuis 5 ans? Des milliers de Français pratiqueraient déjà l'euthanasie active de façon clandestine ou dépasseraient les frontières suisses ou belges pour finir leur jour de façon médicalement assistée. La question reste en suspens. On sent une certaine frilosité du gouvernement à l'approche des élections présidentielles. Nous sommes en duplex avec Jérôme Bacher, sénateur du Parti Les Républicains de l'Oise et conseiller départemental de Senlis. Jérôme Bacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une tribune dans Vue d'ailleurs titrée « Accepter la mort, pas les souffrances » dans laquelle vous vous positionnez contre cette proposition de loi Falorni et de ces quelques 3000 amendements. Qu'est-ce que vous souhaitez défendre aujourd'hui ? Alors, nous, pour vous dire les choses, au Sénat, nous avons déjà eu à voter une proposition de loi sur l'euthanasie active. Elle a été rejetée de justesse. C'était une proposition de loi d'origine socialiste. À l'Assemblée nationale, le député Falorni a fait une proposition, on va dire, équivalente. On va pas jouer sur les mots et les visions juridiques. On est beaucoup plus sur le fond. Aujourd'hui, au Sénat, nous y restons opposés parce que nous estimons que la loi Leonetti, qui a succédé à la première loi Leonetti, n'est pas allée jusqu'au bout de ce qui devait être fait en accompagnement des souffrances. Et ça a déjà autorisé, vous l'avez dit à l'instant, l'euthanasie passive, c'est-à-dire ne pas prolonger la vie au-delà de ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Et dorénavant, aller plus loin, ça supposerait qu'on ait fini avec cette loi et qu'on sache en tirer les leçons. À chaque fois, vous savez, vous avez des mouvements d'opinion, vous avez un cas qui est exhibé et qui appelle à l'opinion publique. Quand vous avez un cas exhibé, vous êtes tout de suite très sensible. Mais faire la loi, ce n'est pas faire la loi pour un cas, aussi proche soit-il, aussi douloureux soit-il. Il s'agit de faire la loi pour tous et d'essayer de donner des moyens pour tous de, mourir dans la dignité et le moins de souffrance possible. Lorsque vous parlez de sacralité dans votre article, est-ce que vous n'excluez pas aussi une très large partie de la population française qui n'a pas la même conception de la vie que vous? Finalement, 51% des Français aujourd'hui sont déjà favorables à ce changement de loi sur l'euthanasie. Vous savez, ce qui est le mot sacralité, vous avez vu entre guillemets, comme c'est moi qui écris mes tribunes, c'est exactement comment je l'écris, pour montrer que pour certains, il y a une vision religieuse de l'affaire, et pour d'autres, il y a une vision tout à fait humaine ou humaniste de l'affaire. Donc
ne mettons pas trop de présupposés derrière tout cela. Non, il s'agit simplement de dire que c'est pas parce que vous avez une opinion publique qu'elle est parfaitement éclairée. Vous savez, si on gouvernait qu'avec les sondages, à un moment on ferait la guerre, à un moment on ferait la peine de mort, et puis après on enlèverait, etc. Non, c'est un vrai sujet. Vous êtes en ce moment en train de féliciter, ou l'année dernière, à cette heure-là, à 20h, plutôt le soir, on applaudissait les soignants qui tentent de sauver des vies, et là, on voudrait faire jouer aux soignants le rôle paradoxal. Justement, ces soignants ont déjà recours dans les faits à l'euthanasie au quotidien dans l'hôpital. Certains de manière illégale. Donc moi, je ne suis pas pour prendre forcément le meilleur ou le pire de ce qui se passe à l'étranger. Tout à l'heure, vous parliez de la Suisse, c'est possible en Suisse, ceci est possible aux Pays-Bas, etc. Moi, je ne suis pas, je vous le dis clairement, pour aller chercher forcément mes modèles ailleurs et prendre le pire ou le meilleur de ce qui se passe ailleurs. J'essaye de dire, en France, nous avons toujours eu un choix équilibré et très consensuel. Ce n'est pas un sujet de division de la société. C'est un sujet sur lequel il faut avancer ensemble, car il s'agit bien de la vie, il s'agit bien de la mort. Ce qui est tout à fait inacceptable aujourd'hui, ce sont les souffrances. Et vous parlez de consensus, mais même au sein du parti Les Républicains, on sent que le sujet est sensible. D'ailleurs, monsieur le président des députés, Damien Abad, l'a concédé. 70% du groupe a des doutes, comme lui. Mais le sujet n'est pas... Heureusement que nous avons tous des doutes. Nous avons tous des doutes, je vous rassure, sur ce genre de sujet. Mais justement, il n'y a pas aujourd'hui le consensus qui va bien sur ce genre de sujet. Il n'y a pas le consensus qui va bien. Il faut progresser ensemble et aller chercher le consensus. Ce n'est pas à l'occasion d'une petite proposition de loi sans qu'il y ait eu un vrai travail de fond et d'examen propre de la loi Léonie Piclès. Je vous assure, on fait vraiment de la politique aujourd'hui comme ça, à l'émotion, et tiens, j'ai une idée, je la balance, ah bah ça a l'air de plaire, c'est que c'est bien. Non, ce sont quand même 3000 amendements. Oui, alors ces 3000 amendements qui ont été faits par mes collègues de l'Assemblée nationale pour faire de l'opposition, ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a pas de sens non plus. Hein. J'ai autant vous le dire, au Sénat, nous ne sommes pas jamais dans l'obstruction parlementaire. Jamais. Ce n'est pas la conception que nous en avons. Bon, c'est parfois à l'Assemblée une des façons de faire. Nous sommes beaucoup plus respectueux du texte et de ce qui nous est présenté pour cela. Mais au-delà de tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas consensus que certains ont choisi le blocage. C'est parce qu'il n'y a pas consensus que d'autres ont tenté, de mettre le sujet dans le débat. Et c'est bien qu'il soit dans le débat. Mais aujourd'hui, il est dans le débat pour ou contre. Il n'est pas du tout dans le débat de la nuance. Et je trouve que ce sujet mérite un peu de nuance et un petit peu moins de passion. Merci Jérôme Bascher pour ce débat nourri. La question de l'euthanasie a beau être récurrente, c'est vrai qu'il est rare de pouvoir avoir un œil véritablement différent et argumenté sur la question. Au revoir, à bientôt. Et nous, on se retrouve tout de suite pour l'actualité économique et sociale. Et côté actualité économique et sociale, l'État français serait prêt à mettre la main au portefeuille pour EDF. Les confidences de Bruno Le Maire ont réveillé les investisseurs. Le géant français a d'ailleurs connu une poussée spéculative de 10% à la Bourse de Paris ce mercredi, en prévision des milliards que pourrait lui verser Bercy. L'État pourrait racheter les parts des actionnaires minoritaires à prix d'or, 19,80 € par action, alors qu'elle se négociait tout juste à 11,23 € en clôture ce mardi. Mais surprise, ce cadeau gouvernemental de 10 milliards d'euros n'est pas sans intérêt. Évidemment, le rachat des 17% du capital d'EDF s'inscrit dans la réforme Hercule. Avec le lancement d'EDF Vert en bourse, l'État français mise tout sur un regain d'attractivité très prochain. A tout de suite pour le point culture. La culture est toujours curieuse et surprenante. Vu d'ailleurs interroge aujourd'hui la place des NFT dans le marché de l'art. Ces tokens cryptographiques non fongibles représentent de façon particulière des objets uniques.
Comment fonctionnent les NFT? C'est assez classique. Le NFT prend ou perd de la valeur en fonction de l'engouement généré par une œuvre. Par contre, tout le monde peut avoir accès au contenu de l'œuvre. En résumé, n'importe qui peut acheter la reproduction d'un Dali, mais une seule personne peut détenir la persistance de la mémoire dans sa version originale. Sur la conservation du patrimoine culturel et numérisé, je vous recommande d'ailleurs très chaudement la lecture de Préférence Système d'Hugo Bienvenu. Bref, pour l'instant, les NFT sont surtout utilisés pour vendre de l'art numérique, mais la question que soulève ce nouveau système de marché, c'est aussi celle de la nouvelle place que doivent inventer les galeristes pour mettre leurs compétences en valeur sous un jour nouveau, le jour du numérique. L'avenir est toujours fait de renouveau des métiers. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à explorer le site de Vue d'ailleurs et rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures avec 3 sujets originaux et d'actualité. Très bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.